Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Merci de votre fidélité. Bienvenue au journal de ce vendredi 22 juillet 2022. Tout d'abord, les titres. À peine signés, les accords de Nairobi sont en train d'être violés par Gitega qui se préparerait en collaboration avec Kinshasa à mettre en place une force conjointe de militaires pour opérer à l'est de la RDC. Les parents dont les enfants font partie des élèves qui vont faire le test leur permettant d'entrer dans les écoles d'excellence s'insurgent contre l'argent qu'on leur exige de payer avant la passation du test irrelatif. Cela se passe en commune Nyanzalak de la province Makamba. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des propriétaires des terres au quartier Kizingwe-Bihara de la zone Kanyosha qui craignent d'être spoliés de leurs terres par le gouvernement burundais. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. 3 personnes sont mortes ce vendredi vers 7 heures du matin lors d'un éboulement d'une colline hébergeant un site d'extraction des minerais situé sur la sous-colline Gateeko, colline Kivuvu de la commune Kabarore en province Kayanza. Les 3 victimes sont Miwuro Boniface, âgé de 30 ans, résidant sur la colline Kivuvu, Daisenga Narcisse, âgé de 30 ans, résidant sur la colline Yamukona, et Namahungu Eliakim, âgé de 65 ans, résidant sur la colline Wovumo. Il travaillait pour une société d'extraction de minerais représentée dans cette localité par un homme d'affaires du nom de Vincent Ndagijimana, cité souvent dans des actes d'expropriation des terres et de harcèlement de la population. Les corps des victimes ont été transportés au centre de santé de Yamukona en attendant leur enterrement. Sécurité toujours. Le Burundi et la République démocratique du Congo se prépareraient à mettre en place une force conjointe de militaires pour opérer à l'est de la RDC. Des documents émanant des états-majors respectifs désignent les militaires qui vont préparer le terrain, une démarche contraire à la force régionale telle que prévue par les accords de Nairobi. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. Dans sa correspondance du 19 juillet au ministre de la Défense, le chargé de la gestion du personnel G1 à l'état-major de l'armée burundaise demande l'octroi des ordres de mission pour un groupe de 17 militaires. Selon cette correspondance, ces derniers avaient été désignés pour effectuer une mission de travail à République démocratique du Congo. Les militaires en question sont répartis en 2 groupes. Le premier groupe est composé de 8 militaires, dont 2 généraux de brigade, à savoir Ignace Sibomana et Dominique Nyamugaruka, ainsi que 4 caporaux chefs et 2 caporaux. Le deuxième groupe est composé de 9 militaires avec à la tête 2 lieutenants-colonels. Il s'agit de Ile-de-France Baranyekwa et Léonidas Nyandwi. Au sein de ce groupe, il y a également 4 militaires de grade de major et 3 caporaux chefs. Du côté de la RDC, le document désignant les militaires qui devraient avoir la même mission que les 2 groupes de militaires burundais a été signé par le général de brigade Ngola Robert, commandant de la 33e région militaire. Il a donc nommé le colonel Kikwaya Prince, le colonel Lusamaki Konga Moïse, le colonel Mpanga Mbanze Gwili et le colonel Mbaluku Fwabatonda. Il leur a été demandé de se rendre à Uvira dans le cadre de la formation d'une force conjointe FRDC-FDNB. La force devra, selon ce document confidentiel, porter le nom de code Opération Sokola 2. Le général de brigade Ngola Robert demandait aux militaires désignés d'arriver à Uvira avant le 13 juillet. Notre source au sein de l'armée burundaise indique que la formation de cette force vise à contourner la force régionale qui devrait être envoyée pour combattre les groupes armés à l'est de la RDC.
Pour rappel, les chefs d'État de l'Afrique de l'Est avaient approuvé le 20 juin le déploiement imminent de la force militaire régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Placée sous commandement militaire du Kenya, cette force devrait être opérationnelle dans les semaines qui devraient suivre. Les habitants de la province Makamba dénoncent les cas de corruption imputables à certains agents de la magistrature, ainsi que les manœuvres de ces derniers visant à les faire abandonner leur dossier. Cette population révèle qu'à part qu'il est exigé de payer des sommes colossales pour l'exécution des jugements rendus, ce personnel ne respecte même pas les rendez-vous qu'il fixe. Le reportage est signé Inès Gakiz. Les habitants de la province Makamba déplorent la corruption qui s'est accentuée ces derniers jours au sein de la magistrature depuis que cette population a dénoncé certains fonctionnaires de ce secteur auprès du ministre de tutelle. Ils indiquent que les remarques de ce dernier n'ont eu aucun effet car, s'indignent-ils, les demandeurs de services se voient contraints de dépenser beaucoup d'argent pour la mise en application des décisions judiciaires, surtout celles qui se rapportent au conflit foncier. C'est comme si le ministre avait jeté de l'huile sur le feu car actuellement ils exagèrent en demandant des pots de vin. Maintenant, les magistrats sont plus que jamais frustrés. C'est un peu comme si celui qui n'a pas d'argent n'a pas le droit de demander gain de cause. Si tu as gagné un procès, tu dois dépenser plus que la valeur de la parcelle en litige pour que la décision soit exécutée. Les agents judiciaires te demandent de louer une voiture et de payer le carburant pour leur déplacement, mais aussi le rafraîchissement. Pire encore, ces citoyens font savoir que les rendez-vous déterminés par le corps des magistrats dans la dite province ne sont pas observés par ces derniers, dans l'objectif de faire débloquer beaucoup plus de fonds aux requérants de ces services. De ce fait, la plupart finissent par être lassés et semblent momentanément oublier leur dossier, comme l'indique toujours cette population. Il y a même des fois où le représentant de l'autre partie en conflit s'absente sciemment, sachant qu'il les a soudoyés. Dans ce cas, ils te disent que tu dois revenir les prendre un autre jour. Ils viennent à la date qui n'est pas fixée sur la convocation afin de trouver un prétexte juste pour ne pas exécuter le jugement rendu. Ils font simplement dépenser de l'argent à la population. Il semble que la population décidera de se faire justice à cause de cette situation. La population de Makamba demande aux autorités judiciaires dans cette province, et plus particulièrement au chef de l'État, de redresser les agents de l'ordre judiciaire qui affichent ce genre de comportement. Inès Gakiza de la justice parle en gouvernance sur les propriétaires des terres situées au quartier Kizingwe Bihara de la zone Kanyosha, commune Moura, en mairie de Bujumbura, craignent d'être spoliés de leurs terres par le gouvernement burundais. Ils indiquent qu'il y a à peu près 10 ans que l'État leur a demandé de viabiliser leurs terres, mais ce dernier ne les leur a pas encore remis officiellement, alors que les travaux de viabilisation sont terminés et qu'ils ont déjà réglé tout ce qui leur a été demandé de faire. Les détails avec Onésime Dushimagit. Les habitants propriétaires de terres se trouvant au quartier Kizingwe Bihara de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura sont subdivisés en 2 catégories selon notre source. La première catégorie est composée de natifs de la localité, au moment où la seconde est faite par des acheteurs de parcelles. Les 2 groupes indiquent que le gouvernement veut les spolier de leurs parcelles. Cette population ne comprend pas pourquoi les services étatiques ne veulent pas remettre ces parcelles aux ayants droit. Après les travaux de viabilisation, racontent-les des propriétaires de ces parcelles. Depuis que notre quartier a été viabilisé, nous les natifs et les propriétaires de ces terres et ceux qui ont acheté des parcelles à l'État, nous n'avons pas encore eu l'autorisation d'exploiter nos parcelles et nous constatons que nous avons été spoliés. C'est en 2013 que la société CIP nous a présenté le projet de viabilisation par traçage des routes et nous nous sommes convenus que nous allons céder 47% de nos parcelles pour qu'on garde 53% de ces propriétés. Les travaux ont ainsi commencé et on s'attendait qu'ils allaient nous remettre officiellement nos parcelles, mais nous avons attendu en vain. Lorsqu'ils demandent pourquoi ils ne bénéficient pas de leurs parcelles comme convenu, les agents de l'État expliquent qu'ils ont commis des erreurs en octroyant leurs parcelles aux autres demandeurs, étant donné qu'ils ont eu plus de demandeurs par rapport aux parcelles disponibles, témoigne toujours un des propriétaires mécontents.
Selon les informations qui nous parviennent, il paraît que le gouvernement a octroyé plusieurs parcelles par rapport à celles qu'il possédait. Alors, nous les propriétaires de ces parcelles, nous disons que si le gouvernement a vendu des parcelles qui ne lui appartiennent pas par erreur ou par volonté, comment est-ce que nous ne pouvons pas jouir de notre droit de propriété? Nous n'allons pas accepter d'être victimes de tels actes. C'est pourquoi nous sommes en train d'alerter pour que le gouvernement puisse nous entendre et nous rendre nos parcelles, car nous avons fait tout ce qui nous a été exigé. Ce qui inquiète le plus ces propriétaires de parcelles de Kizingwe Bihara, c'est que les parcelles vont être bientôt spoliées par le gouvernement. Ils indiquent qu'ils ont eu des rendez-vous pour être régularisés, mais des rendez-vous qui ne se réalisent pas. Le ministre en charge de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, Ibrahim Ouizeye, a tenu une réunion à Ruziba en 2021, au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, au cours de laquelle il a dit qu'ils ont entendu nos problèmes et qu'ils vont les résoudre. Il a même donné un délai qu'au mois de novembre 2021, tous les propriétaires natifs auront leurs terres et que ceux qui ont acheté des parcelles à l'État seront régularisés à la fin du mois de décembre 2021. Nos sources au quartier Kizingwe Bihara font savoir que 3 positions de police ont été mises en place pour empêcher quiconque tentera d'exploiter ces propriétés. Les informations en provenance de certains agents de la commune tranquillisent ces propriétaires en leur indiquant que le problème est presque résolu. Dans nos éditions ultérieures, on vous parlera de pertes que ces propriétaires de terres de Kizingwe Bihara ont enregistrées suite à l'interdiction d'accéder à leurs parcelles. Onésime Dushimagidze, gouvernance toujours, la commune Kilemba de la province Ngozi est dotée d'un conseil dont le président a démissionné. Au sein de ce conseil aussi, certains membres souhaitent la révocation de l'administration pour détournement de fonds. Mais que dit la loi sur ce genre de situation? Émile Lanivasumba pour plus d'éclaircissement. L'administrateur de Kilemba et les autres conseillers communaux occupent ces postes suite aux résultats des élections de 2020. Le 9 juillet dernier, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a demandé au gouverneur d'Ongozi de se rendre à Kilemba pour s'enquérir de la situation liée aux allégations de détournement de fonds publics à l'encontre de l'administrateur. S'il est nécessaire que l'administrateur soit démis de ses fonctions, qu'il parte. Si tu trouves nécessaire que les conseillers communaux s'en vont, qu'ils partent parce qu'il serait inutile pour la population. Mais compte tenu de la loi portant organisation de l'administration communale, c'est le conseil communal qui organise la destitution de l'administrateur. Le détournement des fonds dont est accusé l'administrateur Pascal Sewigo est prévu à l'article 19. Alinéa 4. Cette loi précise dans son article 21 que 2/3 des membres du conseil communal saisissent le président du conseil d'une demande écrite et signée relative à la convocation d'une session extraordinaire devant statuer sur un vote de défiance de l'administrateur communal. Selon l'article 22, ce vote de défiance est pris par 2/3 des membres du conseil physiquement présents. Et pour organiser ce vote, le conseil communal de Kilemba, qui compte 51 membres, a besoin de l'approbation d'au moins 34 conseillers. Après le vote de défiance, le procès verbal est transmis au gouverneur de province qui saisit à son tour le ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions aux fins de suspension de l'administrateur communal défaillant. Après avoir reçu le dossier du ministre, le rôle du président de la République est de nommer par décret un nouvel administrateur voté par les conseillers communaux. Dans le cas de la commune Kilemba, le parti CNL qui compte 20 membres n'est pas capable à lui seul d'organiser la destitution de l'administrateur. Le CNDD-FDD qui compte 31 membres n'en est pas capable non plus parce que l'effectif minimal exigé est de 34 membres. Selon la loi communale, le mandat de l'administrateur peut également expirer par démission volontaire suite à une condamnation à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à 2 mois fermes à 6 mois avec sursis, sauf pour des infractions non intentionnelles. Mais cette loi ne prévoit pas la destitution en masse de tous les conseillers communaux, comme le demandait le président Évariste Ndayishimiye. En ce qui concerne le président du conseil communal, Jérémy Chimirimana, issu du CNDD-FDD, qui a démissionné le 27 juin dernier, le code électoral exige que le conseil communal élit un nouveau président dans les 30 jours. Pendant ce délai, l'intérim est assuré par le vice-président du conseil communal, selon l'article 196 du code électoral.
Merci à toi, Émile Nibasumba. Je vous le disais en titre, les parents dont les enfants fréquentent l'école primaire de Lukila, en commune Nyanzalak, déplorent la décision du directeur du dit établissement qui leur exige de payer une somme de 5 000 francs burundis avant que leurs enfants soient autorisés à passer le test leur permettant d'entrer dans les écoles d'excellence. Selon ces parents, à part qui n'ont pas été signifiés de la finalité de cet argent avant la prise de cette décision, la dite somme n'est pas facile à avoir pour eux, surtout en cette période où ils font face à une pauvreté sans nom. Le point avec Dani Claire et la Trombe. Le nommé Ntojibgami Dieudonné, directeur de l'école primaire de Lukira, en commune Nyanzarake, dans la province de Makamba, est lui-même qui est pointé du doigt par les parents ayant des enfants à cette école. Selon les parents des élèves de la dite école, le directeur leur a exigé que chaque parent ait un élève de la 6e qui fait partie des 5 premiers qui vont participer à l'examen, leur permettant d'entrer dans l'école d'excellence doit payer 5 000 francs burundais, ce qui est rejeté par ses parents, arguant qu'ils n'ont pas été consultés. Ce parent fait savoir qu'à d'autres écoles, les parents ne sont pas exigés de donner cet argent. Aucune explication de la part du directeur ne nous est donnée sur l'usage de cet argent. Ce n'est qu'une réunion que le directeur a fait avec cet enseignant de la 6e année pour qu'il puisse demander l'argent à ses enfants. Les parents n'ont pas été informés pour comprendre pourquoi ils doivent donner l'argent. Peut-être que cet argent est destiné pour payer ses professeurs. Mais les parents ici, ils se demandent si c'est leur rôle de payer le professeur. En plus, cela ne se fait pas à d'autres écoles. Pire encore, selon ses parents, le directeur de la dite école ne cesse de les menacer en leur disant que l'enfant qui ne va pas payer les 5 000 francs ne fera pas l'examen, ce que les parents qualifient d'injustice. Le directeur a ordonné à l'enseignant de ses élèves de les informer que celui qui ne payera pas la somme de 5 000 francs burundais ne va pas passer l'examen. Pour ce qui est de savoir si cette décision fait partie des règlements de l'école, nulle part n'y est écrit qu'un élève doit payer cet argent. Les parents disent que c'est une injustice car personne ne les a expliqué l'usage de cet argent. Seulement, c'est une décision qui vient d'en haut car le directeur a dit que cet argent doit être payé, qu'ils le veulent ou non, tout comme on l'a fait l'année précédente. Nos sources à l'école de Lukira, en commune Nyanzarake, font savoir que leurs enfants sont préparés pendant moins d'une semaine seulement, alors qu'à d'autres écoles, ils sont préparés 2 semaines avant de passer l'examen. En plus, le même cas d'exiger de l'argent aux élèves de la 6e année candidats à l'examen pour l'école d'excellence s'était présenté. Mais comme les parents s'y étaient opposés, la direction avait promis de remettre l'argent, mais en vain. C'est un ouf de soulagement pour les éleveurs burundais et les consommateurs de la viande des bovins, ovins et porcins. En effet, ce jeudi a débuté une campagne de vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift. Et selon le directeur général du département de l'élevage, 1000 vaches vont être vaccinées lors de la première campagne de vaccination lancée en province Ngozi. Suivez Serge Murunziza, il est le directeur général du département de l'élevage. Aujourd'hui, nous sommes venus ici dans la province Ngozi pour lancer la campagne de vaccination de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift qui se manifeste beaucoup ici à Ngozi, de même que dans la province Kirundo où beaucoup de bovins ont été atteints par cette maladie. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Nous avons commencé avec 1000 vaccins. C'est-à-dire, il y a 500 vaccins que nous allons utiliser ici à Ngozi et 500 autres qui vont être utilisés dans la province Karusi, car là aussi, la maladie s'y observe. Mais également, le gouvernement ne va pas lâcher dans la lutte contre cette maladie. Nous espérons que nous allons recevoir 100 000 vaccins la semaine prochaine pour continuer ce projet de vaccination. En plus, nous allons continuer à chercher d'autres vaccins pour que tous les bovins au niveau national soient vaccinés. Par la suite, nous allons chercher des vaccins pour les chèvres et les moutons. De surcroît, le gouvernement se soucie de vous car ces vaccins coûtent cher. Une dose de ce vaccin injecté dans une vache coûte 10 000 francs burundais. Je profite donc de cette occasion pour répondre à ceux qui se demandent pour quand ils vont consommer la viande à nouveau. Qu'ils patientent un peu. Nous allons vous informer très bientôt comment vous allez avoir de la viande à nouveau pour que cette maladie ne se propage pas à grande échelle.
Et même si la situation commence à se dénouer, l'interdiction de l'abattage des bovins et ruminants est toujours de mise. Pourtant, le constat est que les gens ne respectent plus cette mesure, et ce, dans différents coins du pays. Les détails avec Eloge Quizera. L'exemple typique est celle du marché de la commune Yavirava et dans d'autres localités de cette commune située en province de Bujumbura. L'on abatte les bétails et l'on bat de la viande comme d'habitude, indique son citoyen. Lundi de cette semaine, j'ai vu au marché de Yavirava une vache abattue, mais l'opération a duré peu de temps. Il y a d'autres endroits où l'on abat les vaches et les chèvres en cachette et on les vend dans les cabarets clandestinement. Même chose qu'à Mairie de Bujumbura. Cet habitat donne l'exemple d'un bistrot communément dit messe des officiers où on sert de la viande. Oui, c'est vrai. Dans un bistrot appelé messe, ils vendent de la viande de chèvre ou encore de la vache. Même dans d'autres bistrots de haut niveau, l'on sert de la viande, mais nous ne savons pas les lieux d'abattage. De la province de Chibitoke, certaines familles mangent toujours de la viande comme en commune Rugombo. À Rugombo, déjà s'organisent pour acheter une chèvre à abattre. La situation se présente ainsi alors que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a émis la mesure de suspendre le commerce de la viande de vaches, chèvres et motos suite à la fièvre de la vallée Sirius. Éloge Quidira. L'autre secteur dans lequel la mesure gouvernementale n'est pas respectée est celui de la pêche, où en province Rumongue, l'interdiction temporaire de pêche dans le lac Tanganyika est violée par les Zimbonirakouré. Pour le moment, les pêcheurs de la commune Muguta ne décolèrent pas et dénoncent un 2 poids 2 mesures, vu que ces miliciens du parti au pouvoir ne semblent aucunement inquiétés. Elvis Niomungiri. Certains pêcheurs des collines Rutunga et Nyaruongo en commune Muguta de la province de Rumongue déplorent que les autorités locales laissent les Zimbonirakouré pêcher avec des filets illégaux même pendant la période de trêve. hariho insenga zitemewe n'amategeko bita semaya zizo zibandanya ziroba ukuri kwamye aho bagerageza kugira ngo bazituze abategeza rero kuzituza L'utilisation des filets meilleurs est interdite. De les utiliser. Selon ces pêcheurs, parmi ceux qui violent la loi, figurent les autorités. bifise hakaba hariho witwa Vyuri Todorongo yabahumura mu ntara ya Rumonge hakaba hariho Fediana Maniraha umukuru w'umutumba Gitara. Ceux qui utilisent ces filets mayas sont Vyuri, ancien président des sages du parti au pouvoir dans la province de Rumonge, le chef de la colline Gitaza, Ferdinand Maniraha, Eric Minani, Anne Bonnerakure, ainsi que celui qui se présente comme agent de la documentation onésime. Ce qui nous étonne et nous attriste, c'est qu'ils rassemblent leurs filets mayas au marché de Gitaza, mais des personnes qui ont osé pêcher avec de simples lignes de pêche ont été emprisonnées pour avoir violé la trêve. Ces pêcheurs demandent également aux autorités d'interdire l'utilisation des filets illégaux dans le lac Tanganyika pour éviter de provoquer la disparition de ce type de poissons. Nous n'avons pas pu joindre ceux qui sont chargés de protéger le lac Tanganyika. Merci à toi Elvis Niomungiri. En page société, l'on parle des prix de certaines denrées alimentaires qui ne sont pas respectées comme fixés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le cas le plus illustratif est celui de la province Gitega où les acheteurs réclament le strict respect des tarifs, ce qui risque de ne pas être facile du fait que cultivateurs et commerçants refusent de travailler à perte. Le point avec Eric Nyonzima. Les prix des denrées alimentaires qui ne sont pas respectés sont notamment ceux du riz. Au mois d'avril, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage avait indiqué que le kilo de riz de première qualité ne devait dépasser 2400 francs, mais il s'achète entre 2800 et 3000 francs. Des sources proches des commerçants du riz de la province Gitega révèlent que ces derniers s'approvisionnaient à partir des provinces Lig et Changuzo, mais qu'ils ont suspendu ce trafic de peur d'être obligés à vendre ce produit alimentaire à un prix fixé par l'État et qui les entraînerait dans la perte. Le kilo de graines de maïs fixé à 800 francs coûte entre 1200 et 1300 francs. Celui de haricot jaune fixé à 1900 coûte entre 2800 et 3000 francs. Uniquement, le haricot ordinaire a baissé de prix puisque le ministre avait fixé le prix de 1800 francs le kilo. Mais sur le marché, il coûte entre 1200 et 1700 francs. La raison des cultivateurs est liée à la récente récolte. Les oignons blancs et rouges ont également monté de prix compris entre 300 et 500 francs sur le kilo. Les acheteurs plaident à cet effet pour le respect de ces prix fixés par l'État. Pour les agriculteurs, ils aimeraient plutôt les prix qui font qu'ils gagnent plus, tandis que les vendeurs disent qu'ils se réfèrent sur le prix d'achat.
Eric Nyonzima de Gitega Cap sur Mngaro, où il s'observe le favoritisme dans la distribution du sucre, a fait imputer au gouverneur de la dite province. Comme conséquence, les commerçants s'adonnent à la spéculation et la population a du mal à avoir accès à cette denrée. Les détails avec Emmanuel Nyongeku. Les habitants de certaines zones de la commune de Kayokwe en province de Mwaro s'indignent des détournements de sucre opérés par les administratifs. À titre d'exemple, un administratif à la base dans la zone de Kayokwe est accusé de cacher le sucre pour le distribuer à ses proches après avoir signifié aux habitants que la quantité disponible est minime. Au quartier Nyarunadi, le chef de quartier nommé Pasteur Niwitanga fait tous les manœuvres pour qu'il soit le distributeur du sucre sans même le consentement d'autres élus collinaires. Imaginez-vous qu'il distribue chaque fois un sac de sucre pour plus de 300 habitants. Il joue le malin et dit qu'il a obtenu une petite quantité et que donc ceux qui avaient obtenu du sucre au tour précédent ne vont pas de nouveau recevoir. Mais avant d'apporter cette petite quantité, il distribue le sucre à ses propres connaissances. La zone de Mwaro est l'autre localité où s'observent des magouilles faites par les administratifs dans la distribution du sucre. Cet habitant indique qu'à part que le chef de zone privilégie en premier lieu la distribution aux membres de son parti politique, il le fait également pour ceux qui lui donnent des pots de vin. Si tu n'es pas membre du parti CNDD-FDD, tu n'es jamais au courant de la disponibilité du sucre. Ces membres du parti au pouvoir arrivent en premier temps au lieu de distribution. Le chef de la zone Mwaro, Isaïe Ndaïsaba, est toujours présent à cette distribution disproportionnée. Certains habitants viennent sur le lieu de distribution en retard et donnent des pots de vin à cet administratif qui par la suite leur donne soit 2, 3 ou 4 kg. Ces habitants ajoutent que le sucre détourné est par la suite vendu à des prix exorbitants, soit 6 000 ou 7 000 francs burundais par kilogramme. Ils demandent ainsi que la problématique du sucre soit résolue. La RPA a essayé de joindre par téléphone le colonel Gaspard Gassanzwe, gouverneur de la province de Mwaro, mais sans succès. À titre de rappel, il y a quelques jours, ce gouverneur a été accusé par certains habitants de collaborer avec le distributeur provincial du sucre, renommé Bokuru, pour détourner le sucre en provenance de la Sosimo. Les habitants disaient que cette autorité provinciale est complice dans la disparition des 10 tonnes qui sont distribuées à la province de Mwaro. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Emmanuel Nyongeko que prend fin le journal en français de ce 22 juillet 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.